Vous regardez Télésud, bonjour à tous. Quel bonheur, quelle joie pour tous les amateurs de football que de retrouver le plaisir d'assister à des matchs, enfin de regarder des matchs à la télé, chez soi, sans public, sans personne, avec des bandes son enregistrées pour combler le silence pesant d'un stade vide, avec l'interdiction totale de célébrer la victoire, même si ça fait 30 ans qu'on l'attend. Amis de Liverpool, si vous nous entendez. Alors à quoi ça rime tout ça ? Oui, il est vital que les championnats se terminent, qu'on ferme la parenthèse Covid et qu'on passe à autre chose. Mais le problème est là. L'autre chose, c'est quoi ? Un calendrier qui change tous les 2 jours en raison des contraintes sanitaires ? Reporter toutes les compétitions pour se retrouver à jouer l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi pas la Coupe du Monde en même temps, avec pas plus de 1000 supporters locaux. Et encore. Je caricature et grossis le trait volontairement, mais peut-on faire autrement ? La situation est d'une telle complexité que personne ne peut prédire ce que va être le foot dans un mois. La preuve avec la Ligue des Champions, qui est de nouveau en danger, avec le reconfinement probable de Lisbonne, supposé accueillir l'événement. Mais au-delà des problèmes de calendrier, c'est la pratique du football qui semble incompatible avec la période actuelle. La magie n'opère plus. Le foot sans supporters, sans polémique, sans rumeurs de transfert, sans déclaration fracassante d'un président, enfin, sans tout ce qui fait qu'on aime le foot. Combien de temps encore ça peut durer ? Le foot de demain peut-il ou doit-il être différent du foot d'hier ? Eh bien, on en parle tout de suite. Pierre Rondeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste du foot, du sport, mais plus du foot ? Oui, du sport. Du sport dans sa globalité. On vous a vu sur RMC Sport tout au long de l'année en tant que chroniqueur. Vous avez écrit de nombreux livres sur le football. Alors justement, pour revenir sur un de vos livres, vous êtes médium un peu ou... Parce que là, le foot va-t-il exploser aux éditions de l'Aube ? Celui-là, il a été écrit en 2018. Oui, mais on se pose encore la question, même aujourd'hui, même après la crise du Covid-19. Le foot, pour l'instant, et là je suis peut-être ou pas médium, mais pour l'instant n'a pas encore explosé. Les championnats ont encore lieu, ça se joue en Première Ligue en Angleterre, en Bundesliga. Ça se joue, on reviendra dessus, oui, ça se pratique. Des matchs ont lieu. Oui, les matchs se déroulent. Les matchs se déroulent, qu'il y ait ou pas une crise sanitaire, une crise économique, des matchs ont lieu. Donc le foot n'a pas explosé. Donc je me pose encore la question, je me l'ai supposé en 2018, le foot va-t-il exploser ? Et encore en 2020, le foot va-t-il exploser ? Mais pour l'instant, je rassure les fans de foot, il n'a pas explosé. Bon. On va, justement, vous vous êtes posé la question. Moi, je vais avoir plein de questions à vous poser. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un sujet qui resitue un peu l'ambiance autour des stades et dans les stades. Et on se retrouve juste après. On regarde. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, le monde du sport s'est complètement arrêté. Même si le déconfinement est de rigueur dans de nombreux pays, la reprise est compliquée. Même pour le sport roi, le football, qui ne fait pas exception à la règle. Si, dans un premier temps, il est urgent pour les grands championnats de terminer leur saison, et ce même dans des stades vides avec des matchs sans passion, le monde du foot sait que cette situation a créé une rupture et marquera un tournant. Entre un calendrier totalement bouleversé, un mercato qui n'en sera pas un, des rumeurs de rachat qui viennent pourrir la situation puisqu'elles ne la facilitent, le merveilleux monde du football est en train de traverser une zone de turbulence qui laissera des traces. Mais tout ceci n'est rien comparé à ce qui se profile à l'horizon. Le pire est peut-être à venir, la baisse des droits télévisés. Avec une première alerte en 2018 et la baisse des droits de la Première Ligue pour la première fois depuis 15 ans, c'est la révélation du résultat de l'appel d'offres de la Bundesliga qui est venu confirmer cette tendance, comme l'a annoncé Christian Seifert, président de la Ligue allemande de football. Die Durchschnittserlöse, die wir erzielen konnten, über alle Pakete hinweg, pro Jahr belaufen sich auf 1,1 Milliarden Euro. Über diese Ergebnisse und auch das finanzielle Ergebnis habe ich soeben die Mitglieder des DFL e.V. informiert und die Ergebnisse wurden entsprechend zur Kenntnis genommen. Reste maintenant à savoir si la tendance à la baisse va se confirmer ailleurs en Europe et si ce coup d'arrêt à l'inflation des droits télévisés peut vraiment être le point de départ d'une profonde remise en question qui permettrait de repartir sur un cercle vertueux. Pierre, avant de parler de cercle vertueux potentiel et de l'avenir, déjà la situation des clubs. Là, comment ça se passe ? Parce qu'on a parlé, on a vu dans le sujet des grands clubs, on ose imaginer que ça peut être un peu moins compliqué pour eux, quoique, vous allez me dire, mais la majorité des clubs qui n'ont pas les finances d'un Real Madrid, d'un Barça, d'un Manchester, d'un PSG, comment ça se passe ?
Il y a 3 choses, je pense, qu'il faut regarder. Le premier élément, c'est au niveau des recettes d'exploitation. Les recettes liées à l'appareil, à l'objet footballistique. C'est-à-dire la billetterie. La billetterie, les droits TV, les revenus commerciaux, issus du marketing et du sponsoring. À ce niveau-là, je vais séparer la France, qui, elle, a arrêté son championnat, et les grands championnats européens qui ont repris. Les droits TV vont être perçus par les grands championnats, donc par les grands clubs, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie. La France, c'est un cas à part, puisque les chaînes ont arrêté leur contrat du fait de l'arrêt de la saison. Sauf que, encore plus complexe, les clubs ont obtenu un prêt garanti d'État pour compenser la perte des droits TV. La billetterie, aucune recette puisque match à huis clos. Et les revenus commerciaux, issus du sponsoring et du marketing, baisse des recettes puisque baisse de l'activité générale, globale, issue de l'économie. Donc il y a une perte à ce niveau-là qui peut se chiffrer. Alors en France, certains parlent de 380 millions d'euros à plus de 700 millions d'euros. Jean-Michel Aulas parle, lui, de plus de 1 milliard d'euros de pertes pour les clubs. Il y a un débat entre 300 et 1 milliard, donc c'est assez large comme débat. En Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, ça peut être estimé entre 150 et 300 millions d'euros du fait de la reprise de la saison, donc du maintien des droits TV, mais l'absence de recettes de billetterie. Oui, mais on ne va pas rentrer dans les chiffres. On ne peut pas rentrer dans les détails. En gros, il faut bien comprendre qu'ils vont perdre à la fois sur les recettes d'exploitation, ils vont perdre aussi sur les absences ou pas de revenus issus du trading de joueurs, puisque vu que... Alors vous avancez... Oui, mais alors je m'avance, mais en gros, si vous voulez, c'est très complexe. On ne peut pas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, dire que le football est sauvé ou le football est perdu. D'accord. Il y a des réussites quelque part, il y a des échecs ailleurs. Ça va dépendre en fonction de la santé financière des clubs et leur capacité à tenir face au péril économique. On l'a vu en plus très récemment en France, il y a des clubs qui pensaient être perdants du fait de la crise économique, je pense notamment au FC Nantes ou à Montpellier, qui annoncent pour la saison 2020-2021 des budgets en hausse par rapport à cette saison. C'est dû à quoi ? Parce que, effectivement, j'en parlais... Les coûts de fonctionnement... Il y a aussi les droits TV. Ouais. Les droits TV qui ne seront pas perçus pour cette saison en France vont augmenter de 56% la saison prochaine. La France va avoir un championnat estimé... On est sûr de ça ? Pour l'instant. C'est D'accord. pour ça qu'on prépare un budget pour 2020-2021. Or, la saison n'a pas encore eu lieu. Pour l'instant, on estime que les droits TV vont être d'1 milliard 153 millions d'euros. Donc les clubs anticipent l'augmentation en mettant des budgets en hausse par rapport à cette saison. Donc je suis très loin du débat défaitiste et alarmiste de dire c'est une crise qui va tuer le football. Alors oui, donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'aucun club n'a de soucis à se faire, que tout va bien, Non. ils sont tous en vacances et ils attendent juste la rentrée. Il ne faut pas réduire le cas soit globalement le football ou alors les grands clubs versus les petits clubs. Ouais. Chaque club est différent. Un grand club peut vivre de ses fonds propres, de son investisseur richissime, comme le PSG par exemple, qui, quoi qu'il arrive, on parle de plus de 200 millions de pertes pour le PSG, il s'en fout, il y a le Qatar derrière. D'accord. Donc peu importe, il sera encore là. Inversement, des clubs comme Marseille Haute qui ont un manque de solvabilité. Ok, Toulouse. Ah bah... Voilà. Non, mais c'est de cela dont je voudrais qu'on Par parle, exemple. parce qu'on comprend très bien que... Oui, mais justement, on peut considérer, on peut mettre dans un sac les petits clubs. Qui sont-ils ? Amiens, Dijon, La Toulouse, majorité, quand même. Brest. Oui, mais ceux-là, comment sont-ils gérés ? C'est pas juste petit club égal, c'est petit Vous club... êtes en train de me dire quoi ? Que là, on met en exergue, en fait, les incompétences de gestion de certains présidents ? Exactement, un petit club comme Amiens qui va être relégué du fait de la fin de saison précoce en championnat de France, avait d'excellentes finances, qui pour la saison 2018-2019 était l'un des rares clubs à dégager des recettes d'exploitation excédentaires. Tout le monde présentait un déficit d'exploitation. Amiens était capable de générer de l'argent et du C'est quoi, profit. une injustice, du coup ? Alors, est-ce que le résultat sportif devrait être corrélé à la performance économique ? Non, parce que c'est le football et c'est l'incertitude. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile de dire les petits clubs sont perdants, les grands clubs sont gagnants. Il y a des petits clubs perdants et des petits clubs gagnants. Toulouse, par exemple, Toulouse, on peut d'une certaine manière voir que du fait de sa situation économique et sportive, va vivre des heures difficiles. Pas du tout, puisque le club est en voie d'être vendu à un fonds d'investissement américain pour se refaire une santé financière et pour espérer pouvoir, dans les années futures, revenir en première division. Mais et oui, mais là, performer. l'esprit du sport, il est où, là ? Mais il n'y en a plus. D'accord, On parle plus de sport, c'est terminé. Mais moi, je suis économiste, je suis pas sportif. Ah oui, mais... Le sportif est terminé. Aujourd'hui, on parle d'un monde professionnel. J'ai l'impression que vous me parlez du CAC 40 et du trading. Mais je pourrais être comme vous, arriver en costard-cravate et dire je présente les grilles et les chiffres du CAC 40. Parce que le football, aujourd'hui, il faut arrêter d'être dans cette béatitude du beau sport et du beau jeu. Ou alors, il fallait inviter un chroniqueur sportif. Moi, je parle d'économie. Et c'est le cas aujourd'hui pour tous les clubs de foot. Un club de foot est géré comme une entreprise. Il y a des comptes à rendre auprès des actionnaires, comme l'Olympique Lyonnais, auprès de ses investisseurs. C'est la raison pour laquelle Jean-Michel Aulas, il est en train de bondir dans tous les sens. Exactement. C'est pas du tout. Il annonce pour l'esprit de l'éthique, pour la justice sportive, pour le beau jeu, pour le sens du sportif. Mais absolument pas. Il a des comptes à rendre auprès des actionnaires. Il sait qu'il va être perdant puisque pas qualifié en Europe. Juste une chose, on est d'accord que l'OL, c'est le seul club français qui est coté en bourse ? Alors Istres aussi, il l'est officiellement, mais Qui ? Istres.
Mais Istres n'est plus vraiment un grand club français. Mais Non, Istres, il y a des actionnaires. En Ligue 1, Ligue 2, c'est Lyon. D'accord. C'est Lyon. Les supporters, là, qui sont assez silencieux, de fait, puisqu'ils ne peuvent pas participer, les COP, les associations de supporters, les abonnements, comment ça se gère? Alors, ce sera du cas par cas. Du cas par cas en fonction de chaque club qui décidera de sa politique de remboursement, s'il y a remboursement. Je sais que les grands clubs comme Marseille, comme Paris, comme d'autres clubs, ont proposé plusieurs options. Soit on vous rembourse intégralement, soit vous faites un don pour votre amour. Paris, ils ont demandé à leurs supporters de faire Paris, un don. ils ont proposé un remboursement, mais ils ont dit aussi, vous pouvez choisir l'option du don au club. De dire, on vous rembourse pas et l'argent, vous le donnez pour l'amour que vous portez Mais au un club. club comme Lens, on connaît la ferveur, par exemple, ou Saint-Etienne, je prends des exemples de clubs où être supporter du club, ça dépasse juste le sport. C'est une philosophie, c'est quelque chose, c'est presque génétique. Là, ils sont sevrés de foot. On leur dit l'année prochaine, mais on ne sait pas. Pour beaucoup, c'est une économie carrément de prendre un abonnement. Oui. Ils vont hésiter. Comment on fait pour essayer de leur redonner confiance? Est-ce qu'il va falloir diversifier l'offre? Est-ce qu'il va falloir proposer autre chose? Est-ce que les dimanches, les mercredis, le stade est ouvert pour les enfants? Alors déjà, il faudra voir comment ça va se passer pour la rentrée prochaine. Est-ce que Non, mais on ça, va... Pierre, personne ne sait. Et justement, donc Oui. on ne sait pas. Là, je sais que le PSG a entamé ses ventes d'abonnements pour la saison prochaine. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, s'il y aura ou pas de seconde vague, donc s'il y aura un maintien des huis clos ou une ouverture au stade de supporters. Donc premier élément, ça on n'en sait rien. Si on suppose que les stades rouvrent pour les supporters, j'adorerais pouvoir vous dire que oui, effectivement, pour l'amour de son club, pour l'amour qu'il porte à son équipe historique, il va consentir à mettre 400, 500, 600 euros d'abonnement annuel pour sauvegarder les finances du club et pour assister à ces matchs de foot qu'il adore. J'adorerais pouvoir vous le dire. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'économie actuelle du foot professionnel, les recettes billetterie, ça ne vaut que 9% du budget moyen d'un club. 9%. En plus, on oublie de dire que les supporters, potentiellement, ont aussi été victimes de la Covid. Ah oui, il faut aussi Donc, rappeler, économiquement, parce qu'on ouais. on parle de football, on parle de sport, rappelons que la crise du coronavirus, c'est une crise globale Ouais. qui touche tous les secteurs d'activité, pas uniquement le football ou le sport. On est bien d'accord. Tout le monde est touché. Je parlais tout à l'heure des revenus commerciaux issus du sponsoring. De la même manière, dans la mesure où le sponsoring, c'est un partenariat entre les clubs et des entreprises, comme ces entreprises sont touchées par la crise économique, elles vont dire tout simplement, étant impactées, nous allons réduire le contrat, ou voire rompre le contrat qui nous lie au club. Mais ça s'est fait d'ailleurs. Ça s'est fait. Il y a même une enquête qui a été réalisée par Sport & Cycle au début du confinement, qui avait demandé à 900 entreprises de l'économie du sport ce qu'elles allaient faire face à la crise économique, et 60% d'entre elles, sur 900 sociétés, 60% avaient estimé soit rompre, soit réduire la valeur du contrat qui les lie à des clubs de sport. Donc pour l'instant, si la crise se maintient, il y a un danger au niveau des revenus commerciaux issus du sponsoring. Il y a quelque temps, je faisais une émission avec un invité. On parlait du sport plus globalement et notamment de l'annulation des JO. Et il me disait la plus grande difficulté pour nous tous, qu'on soit agence, promoteur, sportif ou organisateur, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais là, comment on fait? Alors, vous n'allez pas pouvoir me donner la réponse parce que personne ne l'a, mais là, je prends l'exemple de la Ligue des Champions qui doit se dérouler dans 3 semaines, c'est ça Alors, la fin des huitièmes de finale, c'est le 7 août. Ouais. Et ensuite, le Final 8, dès les À quarts, Lisbonne, c'est à Lisbonne, Où c'est à partir du 15. on parle de reconfiner la ville à cause de la pandémie. Comment c'est gérable? Qu'est-ce qu'on fait? En plus des joueurs de foot, c'est pas des potiches qu'on met, même si certains pourraient l'être, c'est pas des potiches qu'on met sur une étagère. Il y a une préparation, ça s'anticipe. Ça va donner des compétitions de quel niveau? Alors, soit au rabais. Alors, effectivement, l'incertitude est la plus grande inquiétude de l'économie. Ne pas savoir de quoi demain sera fait est la plus grande inquiétude dans toute l'économie. En économie, on prévoit sur le futur, sur le long terme, on fait des investissements, on se prépare pour une expectative future. On sait que voilà, si aujourd'hui j'investis, c'est pour demain avoir des résultats. Si je ne sais pas de quoi demain sera fait, pourquoi je devrais investir aujourd'hui ? C'est une logique très keynésienne de dire on investit maintenant pour des résultats demain. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Une phrase très connue en économie. Idem dans le football, j'investis aujourd'hui, je me prépare aujourd'hui pour espérer demain en profiter. Mais si demain je ne sais pas si les compétitions auront lieu, pourquoi je devrais investir? Pourquoi je devrais m'entraîner? Pourquoi je devrais me préparer?
C'est la plus grande inquiétude à ce niveau-là, tant sportive qu'économique. Pourquoi un club comme le PSG ou comme Lyon devrait se préparer, commencer à organiser des matchs amicaux, si demain l'UEFA annonce que finalement le Final 8 ne pourra pas avoir lieu parce que Lisbonne est reconfinée? Ou alors, on maintient la compétition, mais elle va se clos vraiment dans un huis clos complet, total, hermétique, fermé à toute ouverture. Et là, on dira, mais quel esprit du jeu de jouer une finale. Et puis le vainqueur, champion au rabais. Une finale au rabais, en tout cas visuellement et médiatiquement. Imaginez une finale de Ligue des Champions dans un stade vide, soulever la coupe aux grandes oreilles devant personne. Ouais. C'est comme ceux qui ont eu leur bac en mai 68, quoi. Qui l'auront cette année. Qui l'auront cette année, Oui. ou pas. Là, vous êtes en train de me parler justement de l'économie. Donc, le gros morceau qui inquiète aussi, ou pas, vous allez me dire, le monde du football, c'est ce qui vient de se passer avec la Bundesliga, les droits. Ils ont perdu 500 millions. Il y avait une première alerte en 2018 pour la Première Ligue, on le disait dans le sujet. Là, qu'est-ce qui se passe là? Vous qui êtes économiste, vous connaissez cette citation qui dit les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. C'est ce qui est en train de se passer? Depuis 2002, les droits TV connaissaient une croissance continue et pérenne. Continue, année après année, saison après saison, les droits TV augmentaient. Et justement, on pensait à ce moment-là que les arbres pourraient monter jusqu'au ciel, jusqu'à l'espace, jusqu'à la Lune. On pourrait continuer à avoir une croissance exponentielle. On était parti à 800 000 € de droits TV Ligue 1 dans les années 80. On va passer à 1,153 milliard d'euros la saison prochaine. Idem pour la Bundesliga, la Première Ligue et autres. Sauf qu'au bout d'un moment, on a toujours autant de consommateurs de football qui ne vivent pas, eux, grandement et qui ne connaissent pas une augmentation continue de leur pouvoir d'achat. En tout cas, pas la même. Pas la même et peut-être, voire même pas de croissance. Tout, ouais. Pas du tout. Chômage, crise économique et autres. Une concurrence effrénée des diffuseurs. On le voit en France, on a 4 diffuseurs de foot, ce qui est énorme. Il y a un 5e qui arrive. Mediapro. Ouais. Donc à ce moment-là, se pose la question de la rentabilité de ces chaînes. Pourquoi on devrait continuer à payer 1 milliard d'euros, 2 milliards, 3 milliards pour des matchs qui, ne sont pas forcément rentables, qui ne connaissent pas une augmentation continue de leur chiffre d'audience et qui sont concurrencés par les sites de streaming illégaux? Oui, le piratage, c'est un vrai problème. C'est plus de 20% de l'audience potentielle des matchs. Mais les gens qui piratent, est-ce que c'est potentiellement des gens qui seraient en capacité de pouvoir acheter... Selon des enquêtes, mais qui sont toujours, encore une fois, subjectives et relatives au commanditaire de l'enquête, ces enquêtes affirment que si les prix baissaient, si la concurrence baissait, ces gens iraient potentiellement vers l'abonnement. En gros, on considère qu'aujourd'hui, si je prends le cas français, 80 € par mois pour regarder le football européen, c'est trop cher. Les gens se tournent vers le streaming. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on voit ces enquêtes, les fans, en tout cas les utilisateurs de streaming, ont un abonnement à Canal+, à Beansport, à RMC, et ailleurs regardent en streaming. Mais ont quand même consentent à payer un abonnement. C'est pas des gens qui regardent intégralement. Donc c'est l'offre qui n'est pas proportionnelle à la... Je vous citerai le cas un autre économiste du sport, Pierre Maes, un économiste belge spécialisé droit TV, qui lui affirme qu'on est face à un mur. On est arrivé à un plafond, à un sommet. Les droits TV ne peuvent plus augmenter. Ils vont être, année après année, à la tendance baissière. Alors pendant un moment, il y avait la formule magique, les nouveaux entrants, les GAFA, Amazon qui commençaient à s'approcher un petit peu, qui diffusaient quelques matchs. Et bizarrement, là, on ne les a pas vus du tout. Et d'ailleurs, ça a interrogé pas mal de monde. On ne les a pas vus du tout sur l'offre Bundesliga. Est-ce que c'est une volonté de leur part? Est-ce que c'est une façon de mettre un petit coup de pression en disant on fait, nous, ce qu'on veut? Donc, de toute façon, entretuez-vous. On arrivera... Je vais vous donner un chiffre très concret pour que vous ayez en tête la chose. Amazon, chiffre d'affaires, 170 milliards d'euros. Chiffre d'affaires de Canal+, 2 milliards. Voilà la différence. Simplement, les GAFA, Netflix, Amazon, Facebook, Apple et Google, comme ils n'ont pas le sentiment ils ont le sentiment d'être les rois du monde, mais ils n'ont pas envie de dépenser, de jeter leur argent par les fenêtres, considère que la valeur des droits de TV aujourd'hui est trop élevée. D'ailleurs, ça se voit, les chaînes de télévision le mainstream ne sont pas rentables. RMC, Mediapro, Canal+, Beansport ne sont pas rentables. Donc les GAFA disent simplement, nous on a le potentiel pour venir. On est déjà venu sur Roland-Garros, on est venu sur la Première Ligue. Des petits lots qu'ils ont achetés un petit peu. Dans quel but? Voir un peu pour voir comment se passe le marché. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est attendre que le marché s'écroule. Ils veulent attendre la bulle, que le foot explose. Ils vont attendre effectivement que les droits TV chutent, que les chaînes fassent faillite, qu'il n'y ait plus personne capable de mettre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards sur la table. Et une fois que ça va arriver, ils vont se positionner, ils vont arriver comme les rois du monde, les sauveurs du football et dire « moi je viens ». Mais à mes règles. À mes règles. Ça peut être soit je passe non pas à 1 milliard mais à 500 millions d'euros, ou alors, on pourra en parler après, ou alors ils arrivent en disant
Je veux bien vous sauver, mais je fais la Super League européenne. Ah, la marotte de Pierre Rondeau, la Super League. Je suis pas le seul à le dire. Oui. C'est pas ma marotte. On y va c'est- tout droit en fait. Hein. Je pense véritablement qu'en l'état actuel des choses, et cette Alors crise, on rappelle ce que c'est la Super League. c'est la création d'un championnat fermé européen, qui n'est plus la Ligue 1, la Première Ligue ou la Bundesliga, mais Avec c'est tous les un plus seul grands, championnat. les plus grands clubs. Le projet qui est vrai, qui existe, hein, qui réellement, c'est pas un fantasme, il existe réellement et concrètement ce projet, qui a été dévoilé par les Football Leagues. Pour l'instant, c'est un championnat à 16, les 16 plus grands clubs européens, le PSG, la Juventus, le Real, le Barça, les clubs anglais, les 16 plus grands clubs européens qui formeraient un championnat européen. Comme le modèle de la NBA aux États-Unis. Modèle américain, MLS, NBA, NFL, MLB, modèle américain, ligue fermée, championnat fermé entre puissants. Et d'ailleurs, le CA, le syndicat des clubs, a fait une étude d'enquête à ce niveau-là et estime que pour ce championnat fermé, les droits TV pourraient atteindre plus de 3 milliards d'euros par an. On est à 1 milliard en France, 1 milliard en Angleterre. Et là, la mutualisation des grands clubs ferait que ça pourrait tripler en termes de droits TV. Alors, parce que le temps avance très vite, juste une question, les autres clubs, on en fait quoi du coup? Il y aura toujours, on le voit en outre-Atlantique, il y a plusieurs championnats parallèles. Donc les autres clubs, la Ligue 1 pourrait continuer à perdurer avec les petits clubs français, Toulouse, Amiens, Dijon, Brest, Angers, dans des championnats inférieurs de ce grand diffusé en clair en France. Ouais. D'accord. Alors là, on était en train de parler de ce qui se fait de mieux, de ce qui brille le plus, la Super League, 3 milliards d'euros. Mais en fait, il y a une autre réalité, ce sont qui existent et dont on ne parle absolument pas, c'est le foot amateur. Juste avant qu'on en parle, je voudrais qu'on aille faire un tour au Bénin, à l'Union sportive de Zunta, qui est un petit club amateur béninois et qui vient de remettre la machine en route. Et on se rend compte de toute l'importance du club amateur, au-delà juste du sportif. On regarde. Après plus de 3 mois d'inactivité suite au coronavirus, les pensionnaires de l'Union sportive de Zunta, située dans l'arrondissement de Ouérémé-Péra, reprennent leurs activités. Nous nous sommes rendus pour constater l'effectivité de cette reprise. Le gouvernement a sorti une lettre circulaire en interdisant les entraînements, ce qu'on a respecté. Et lorsque après on a fait les levées, c'est là on a rappelé nos joueurs. On les a rappelés maintenant, vous allez voir d'ailleurs, c'est pourquoi leur jeu a chuté un peu, je vais le dire, parce qu'ils ont resté pratiquement 2 mois à la maison sans toucher le ballon. Le centre USZ est une initiative de 3 présidents, amoureux du curon et soucieux du devenir des fils de leur localité, du Bénin et de l'Afrique en général. Le trio promoteur, il voulait donner une chance aux talentueux qui sont dans les zones reculées pour qu'ils puissent s'exposer à l'extérieur. Le directeur exécutif en appelle à la bonne foi et au soutien du gouvernement pour appuyer l'initiative, ceci pour faire de l'USZ un centre de référence. Nous envisageons avoir un centre panafricain. Le centre panafricain, nous avons acquis le domaine de 10 États. Et nous prions, nous demandons de bonne volonté qui peut nous accompagner pour construire le centre. Pierre, clairement, le foot amateur, c'est la base même du football professionnel. D'abord, c'est quoi? Sans foot amateur, pas de foot pro ou c'est l'inverse? Les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Il y a une corrélation totale entre les deux, évidente même. Il y a une causalité évidente. Hein. Sans foot pro, pas de foot amateur, et sans foot amateur, pas de foot pro. Parce qu'on ne formerait pas les joueurs sans le secteur amateur. Il faut bien comprendre. Alors, je prends le cas français, je connais moins le cas africain ou européen globalement, mais pour le cas français, par exemple, il faut bien comprendre que, déjà, premier élément, le foot pro finance le foot amateur. Via les taxes affectées, les foot pro payent des taxes pour aller financer l'agence du sport et donc pour financer et subventionner les clubs amateurs. Premier point, sur le cas, donc crise économique du football, donc crise du club amateur, du secteur amateur. Deuxième point, à 42%, les clubs amateurs vivent des licences et des pratiquants qui payent des licences chaque année. S'il y a une crise économique, s'il y a une augmentation du chômage, s'il y a une peur du coronavirus et des risques de contamination, plus de pratiques sportives, donc plus de paiement de licence. Donc risque pour les clubs de perdre jusqu'à 42% de leur chiffre d'affaires. Qu'il y ait ou pas une restructuration des clubs professionnels. Donc le secteur amateur est en grand danger actuellement, et ça à tous les niveaux, que ce soit football et tous les sports confondus. Alors, je le disais en tout début d'émission, je posais les questions de savoir si vous étiez devin avec, je rappelle, le livre « Le foot va-t-il exploser ?» aux éditions de l'Aube. Pourquoi je le présente? Parce que vous l'avez écrit il y a plus de 2 ans. Votre dernier livre, c'en est un autre qui s'appelle Les tabous du foot, aux éditions Solar, que j'ai lu d'ailleurs et que je vous conseille vivement, mais ça c'est une petite aparté perso. Donc, comme vous êtes un devin, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si nous avons une deuxième vague qui arrive? Waouh! Ce qui est, alors pas confinement, a priori, les politiques essayent de nous rassurer en disant il n'y aura pas de confinement, mais qu'est-ce qui se passe? Comment
Alors, par contre, c'est clair que, là je dis ça en tant qu'économiste, en tant que citoyen, s'il y a une seconde vague et de nouveau un confinement, c'est la fin. Là. Et c'est pas illusoire, hein, les Ah gens, non, ça tremble un peu. Vraiment, on estime une perte de 11% de la croissance en 2020 du fait du confinement qui a duré 3 mois. Si de nouveau il y a un confinement et une fermeture, un arrêt des activités économiques, toujours en 2020, ça peut être catastrophique. Le chômage explose déjà et il va encore exploser. Il y a des plans sociaux partout. Et s'il y a un deuxième confinement, ça va être encore le cas. Donc s'il y a de nouveau des confinements précis et particuliers, locaux, et des risques de contamination, on va maintenir des activités, mais extrêmement protégées, avec des huis clos. Et ces huis clos-là, moi, je m'inquiéterais plus, non pas pour le football, mais pour tous les sports. Pierre, si jamais dans un championnat, il y a 3 villes qui sont reconfinées, donc le championnat... On jouera sur terrain neutre. Non, mais le championnat n'est plus équitable, c'est-à-dire qu'il y a plus Ah oui, que... il y aura toujours... Donc, cette question se posera toujours. Mais... Non, on ne peut pas avoir un championnat à 20 équipes avec seulement 10 équipes qui jouent, 3 qui sont confinées pendant 3 mois, et puis après 3 autres... Malheureusement, ces équipes-là confinées devront jouer à l'extérieur et seront sur terrain neutre. Mais on maintiendra le championnat parce que le nombre est devant l'individu. Bon, vous revenez pour la deuxième vague ou pas? Mais j'espère qu'il n'y en aura pas, je le souhaite. Le prochain livre? Alors, secret, on attend encore de voir ce qui se passe. Il y a des projets, mais c'est une crise globale, donc même le secteur de l'édition est touché. Et pour l'instant, tout le monde est perdant à tous les niveaux, donc même l'édition est touchée. Très bien. Pierre Rondeau, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, comme d'habitude, on se retrouve très très vite pour un nouveau TLS+, puisque celui-ci, vous l'avez constaté, se termine. Et bien sûr, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À bientôt.